Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce séminaire Climact. Avant de commencer, j'en profite pour vous parler de deux événements Climact qui vont avoir lieu très bientôt. Le premier, ce jeudi 28 avril à 16 heures, le Climact Matchmaking Event en lien avec les Climact Starting Grant. Pour les chercheurs unis le PFL, je vous invite à vous inscrire encore aujourd'hui, c'est la date limite. Alors, voilà, venez en grand nombre. Notre prochain événement sera le 6 mai. Il s'appelle En route pour Zéro Emission Net en Suisse en 2050, la contribution du retrait du carbone. C'est un événement qu'on organise en collaboration avec les centres E4S et le Energy Center de l'EPFL. J'aurai le plaisir de présenter sur les enjeux de gouvernance et éthique de la séquestration carbone en Suisse. Je vous invite à voir notre page web pour l'ensemble des événements Climact à venir. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts de Romande Énergie qui sont très chers, Philippe Dur et Jérémy Briet. J'ai eu la chance de travailler ces dernières années sur plusieurs projets de durabilité avec Romande Énergie, avec Philippe et Jérémy en particulier, ainsi que sur la stratégie Romande Énergie pour une Suisse romande décarbonée en 2040. Finalement, Romande Énergie est aussi un partenaire très important pour l'UNIL et le PFL avec des investissements en recherche et en infrastructure sur les deux campus depuis plus d'une décennie. Nous allons commencer aujourd'hui avec la présentation de Philippe. Donc, Philippe est ingénieur EPFL en microtechnique au bénéfice d'une formation complémentaire en management exécutif de l'INSEA à Fontainebleau et de l'IMD à Lausanne. Philippe a rejoint le groupe Romande Énergie en 2013 pour diriger les activités commerciales, puis dès 2019, les activités de digitalisation et d'innovation. C'est aujourd'hui en tant que responsable des partenariats stratégiques et des affaires académiques de Romande Énergie que nous avons le plaisir de l'accueillir. Sa présentation s'intitule Enjeux climatiques, les utilities sous haute tension. Merci Philippe d'être avec nous. Je te passe la parole. Merci pour cette invitation. Je vais tout d'abord fixer quelques attentes. Je n'ai aucune expertise en matière d'enjeux climatiques, mais ça fait effectivement plus de 20 ans que je traîne mon bagage dans les milieux de l'énergie. Et assurément, l'urgence climatique est le plus grand défi certainement auquel nous devons faire face depuis ces 20 dernières années. Donc, il est évident que ceci va transformer complètement notre industrie, mais pas seulement. Et c'est là qu'est tout l'enjeu. Comment en fait aligner ce qui est assurément notre plus grand enjeu de société, mais avec tout ce avec quoi nous devons composer. Et la question est la suivante: comment prioriser, par où commencer, où mettre nos ressources pour atteindre quel objectif et quelle cible. Donc, vous aurez assurément plus de questions que de réponses dans ces 20 prochaines minutes, mais je compte sur vous aussi pour apporter peut-être quelques éléments de réponse dans la discussion qui suivra. Je vais dresser donc en quelques mots le contexte énergétique dans lequel on est, et puis je vous donnerai également quelques aperçus sur quelques enjeux liés aux éléments clés de notre chaîne de valeur. Pour continuer sur le rôle que nous pouvons et nous devons, à mon avis, jouer sur la décarbonisation, et ensuite, comme je l'ai évoqué avant, sur les challenges qui nous attendent. J'imagine que vous connaissez un petit peu Romande Énergie. Nicolas vient d'en donner quelques mots. Il a dit que Romande Énergie était très cher à Nicolas. J'espère que ce n'est pas seulement pour une question de tarif, bien sûr, mais aussi pour tous les enjeux. Nous sommes une société régionale et nous voulons le rester. Nous n'avons pas l'ambition une dimension nationale ou autre. Nous préférons en fait travailler avec notre écosystème, avec le très grand nombre de partenaires que nous avons sur le bassin romand pour atteindre, vous le verrez, notre ambition et nos objectifs collectifs. Nous produisons, nous transportons et nous distribuons de l'énergie électrique, mais également des réseaux de chaleur et des réseaux de froid. Et nous ne produisons que d'énergie renouvelable en direct. Nous avons une participation, bien sûr, dans EOS et donc dans Alpic. Il y a d'autres formes de production également. Voilà pour l'introduction en quelques mots sur Romande Énergie. Vous trouverez plus de détails, bien sûr, sur le site ou dans le dernier rapport de GESI. Donc, le contexte énergétique. Il faut comprendre que par utilities, comme j'ai dit dans mon titre, je fais plus référence aux énergéticiens en ce sens-là. Je ne vais peut-être pas trop m'attarder sur ce qui touche à l'eau
autant l'eau potable que l'assainissement. Mais si je me concentre en particulier sur l'énergie électrique, il faut voir que c'est une industrie qui est plus que centenaire. Et c'est très important dans les défis que nous avons à mener maintenant, particulièrement dans le contexte de l'urgence climatique. Nous sommes une industrie qui sommes fortement dépendants des capitaux investis. Quand on construit un barrage, vous imaginez, en fait, c'est des dizaines ou des centaines de millions qui sont investis et qu'on doit amortir sur des périodes de 80 ans. C'est après la période d'amortissement. Alors, à l'époque où un tweet dure 30 secondes, il y a un certain décalage finalement entre notre réalité industrielle et puis aujourd'hui notre contexte social, économique et environnemental, assurément. C'est également intéressant de voir qu'on est en train de boucler en fait un cercle et de se rappeler comment l'énergie électrique en fait est née. Et au départ, il y a eu une bataille entre Tesla et Edison. Edison faisant la promotion du courant continu à la fin des années 1800 et Tesla lui préférant le courant alternatif. Le courant à l'époque continu était préféré parce qu'il permettait de produire, stocker et être utilisé très proche de la source de production, alors que le courant alternatif permettait de transporter et d'utiliser d'une manière beaucoup plus large avec différentes sources de production, différents types de consommateurs et mis en connexion par un réseau. C'est le courant alternatif qui, on va dire, qui a gagné la mise pendant plus d'un siècle. Mais aujourd'hui, quand on regarde effectivement à domicile, tout est en courant continu quasiment en fait. Tous nos usages, dans leur très grande majorité en fait, sont basés sur du courant continu. On voit d'ailleurs quelques émergences en fait, quelques tentatives pour réinstaurer dans certains bâtiments l'usage et la distribution du courant continu. Ça, c'est notre histoire. Mais face à ça, on a une véritable révolution qui est en train de s'engager et ce n'est pas juste une évolution, c'est vraiment une transformation complète de l'industrie par plusieurs facteurs qui viennent transformer cette industrie. Et il y en a trois essentiels. Le premier, et il touche à notre sujet, à notre thème au niveau de l'urgence climatique, c'est l'impératif que nous avons de décarboner ou d'atteindre une neutralité carbone. C'est un élément fondamental, je pense, c'est le plus grand en fait, transformateur de notre industrie parce qu'il nous, pour reprendre un thème, il nous demande d'agir avec une certaine urgence si on prend notre histoire quelque part. Donc il y a un changement technologique, un changement financier, mais aussi un changement de mentalité et de culture. Le deuxième point touche à la décentralisation. On a depuis tout temps en fait eu des très grosses usines de production, des très grandes lignes de transport pour arriver par une réticulation jusqu'aux différents domiciles. Aujourd'hui, on peut produire, vous le savez, qui est consommé localement. On va pouvoir aussi s'échanger aussi l'énergie. Donc c'est un élément, un driver qui a été rendu possible par la baisse notamment des prix des moyens de production, notamment le photovoltaïque, mais également par le très fort subventionnement de ces énergies renouvelables, notamment en Allemagne. Et puis le dernier, ça touche à toutes les industries, la digitalisation, je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais vous imaginez qu'aujourd'hui, c'est ce qui rend possible le fait de vendre, de produire de l'énergie à deux points du pays relativement éloignés en utilisant des infrastructures communes comme le réseau. Tout ceci dans un contexte où nous sommes obligés en fait de nous transformer. C'est le thème de notre conférence. Donc, comment décarboner la Suisse, comment la rendre neutre sur le plan carbone, ou tout au moins sur le plan des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, tout en sortant du nucléaire. Et vous voyez l'enjeu qui commence à arriver. C'est un débat qui est politique, beaucoup plus qu'industriel, parce que c'est un débat de société aussi, en plus d'être un débat bien sûr environnemental. Alors, certains diront que c'est un choix à faire entre la peste et le choléra. Les solutions ne sont pas encore là, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument aborder. Donc, c'est un défi dans lequel, en fait, les énergéticiens sont placés au cœur. Mais nous avons la conviction que c'est absolument, en fait, c'est une opportunité autant qu'une menace dans ce sens-là. Et qu'en ce qui concerne notre Suisse romande, puisque c'est notre ambition chez Romande Énergie, nous pouvons et nous voulons, nous aimerions que cette région ait un rôle modèle en termes de décarbonisation ou d'atteinte de cette neutralité carbone. Beaucoup de cantons ont des plans climat, ont pris des objectifs. C'est plus vrai en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien en Suisse alémanique, mais c'est moins, on va dire, institutionnalisé au niveau des gouvernements cantonaux. De plus, nous avons, on pense, les bonnes personnes, on a les bonnes institutions. Climac est un exemple probant en fait, de ces vecteurs qui permettent de transformer cette région et d'en être fier et de l'utiliser, j'allais dire, comme une valeur d'exemple. Revenons aux autres contextes un petit peu qui nous entourent, parce qu'effectivement, nous avons l'ambition, nous devons décarboner,
Mais voici ce qui se passe sur le plan économique. Vous voyez sur ce graphique, le prix de l'énergie électrique qui est une commodité, quelque part, en tout cas son prix est une commodité. C'est comme ça qu'il est commercié sur le plan européen les 16 dernières années. Relativement plat. Alors, si vous allez jusqu'en 2021, on voit un pic dans les années 2008-2009 et c'était quelque chose qui horripilait nos clients. Quand j'allais les voir, c'était absolument impossible à gérer. C'était une pointe. L'euro était un franc 60 à l'époque. Donc, un prix d'énergie à peu près à 15 centimes le kilowattheure, essentiellement dû à la flambée des matières premières et puis à la crise économique. Est venu Fukushima qui a initié ou accéléré la conscience collective par rapport à cette sortie du nucléaire également essentielle. Et puis, en marge de tous ces développements, la Chine continuait son développement, faisait appel à beaucoup de charbon étranger. Donc, ils ont, pendant toute cette période, cette première décennie, en fait, recherché des sources et ont exploité. Ils sortaient à peu près une usine électrique à base de charbon à peu près chaque semaine en Chine. Ce qui fait qu'une énorme masse de charbon s'est retrouvée sur le marché dans cette période-là, que les Américains mettaient en fait sur le marché. Et les preneurs à ce moment-là de cette énergie, ce fut l'Europe. Donc, la conséquence a été en fait immédiate sur le prix du kilowattheure, puisqu'en fait, c'est peu coûteux de produire de l'énergie électrique avec du charbon a fortiori et du gaz de schiste a fortiori lorsqu'il est mis à vil prix sur le marché. Puis est venue la reprise économique, les incertitudes, vous le voyez les différents éléments, la crise du Covid et in fine, on a vécu ces éléments dramatiques et en particulier la crise ukrainienne qui a un impact absolument essentiel sur le prix de l'énergie. Tout ceci couplé à quelque chose qui n'est pas écrit ici, mais c'est l'âge ou plutôt le vieillissement en fait, du parc nucléaire français, puisqu'une partie significative est mise à l'arrêt en révision. Donc, il y a un manque d'énergie sur le marché, ce qui fait immédiatement monter les prix. Donc, on veut décarboner, nous devons décarboner dans un contexte où les prix sont en augmentation et sont surtout très fortement volatiles. Donc, in fine, les énergéticiens de toutes sortes se retrouvent un peu au cœur d'une forme de tempête, quelque part. À cela, vous pouvez ajouter à ces différents facteurs que vous voyez à l'écran, qui sont autant des facteurs structurels que conjoncturels, des éléments de cybercriminalité. De nouveau, c'est valable pour toutes les industries, mais croyez-moi, les énergéticiens et électriciens sont en première ligne. Les craintes, ça a été évoqué par le milieu politique l'année dernière, de pénurie de blackout. Petite précision, il faut bien différencier les deux. La pénurie aurait lieu si nous n'avons pas assez d'énergie, de quantité d'énergie, et c'est surtout valable en hiver. C'est à ce moment-là que les centrales nucléaires françaises font leur révision souvent. Donc, il y a un vrai enjeu de trouver des moyens de production pour l'hiver et les énergies renouvelables doivent nous apporter ces éléments et ces solutions en plus de maîtriser la consommation. Le blackout, quant à lui, en fait, pourrait être la conséquence de flux énergétiques extrêmement stochastiques ou en tout cas peu contrôlés, puisqu'on peut autant produire que consommer sur un même réseau partagé et induire des différences de fréquences qui pourraient aboutir à un blackout. Donc, il faut le gérer et il faut rendre donc les réseaux intelligents. Donc, ceci est notre environnement de transformation. En un mot comme en mille, pour ces énergéticiens qui ont l'habitude pendant un siècle de produire, de transporter et de consommer à des clients qui n'avaient pas le choix, c'était en fait relativement, je ne vais pas dire simple, certainement pas, parce qu'il y a des sacrés enjeux industriels. C'était un modèle basé sur les capitaux, très fortement capitaux, où l'enjeu était la commodité. Et l'enjeu de cette industrie, de sa transformation, c'est de passer d'une industrie de la commodité, de la ressource, à l'usage. Ce qui est un modèle d'affaires complètement différent, puisqu'en fait, on doit travailler sur l'usage qui est fait de l'électricité et pas seulement sur sa production. Maintenant, travailler et rester actif sur le plan économique, sur l'usage, en termes de marge, c'est une autre affaire. Et puisque là, les énergéticiens ne peuvent plus bénéficier de la protection du monopole. Et quand je dis protection, c'est aussi pour le bien aussi des utilisateurs dans un autre sens. Puis ça garantit en fait une disponibilité de cette énergie. Donc, comment est-ce qu'on passe d'une industrie qui produit, donc c'est un outil industriel, à l'usage de cet outil industriel?
Et tout ceci en devant gérer deux facteurs qui sont parfois contradictoires. Je dois continuer à performer, je dois livrer, je dois tous les jours donner cette énergie en fait au plus grand nombre et en même temps investir pour me transformer, pour permettre à tous nos clients et à tous les utilisateurs de bénéficier des nouvelles technologies, d'un usage aux meilleures conditions économiques et environnementales. Si on regarde un petit peu ce que ça représente en termes d'enjeux sur notre chaîne de valeur, eh bien, je vais approfondir ces éléments sur trois éléments clés. Il y a la production, la distribution et la consommation, en quelque sorte. Vous voyez ici, ça date de 2020, les sources de production, le mix énergétique en Europe qu'il s'agit de transformer. Alors, il manque une chose sur ce graphique, c'est que la taille des donuts n'est pas proportionnelle à la consommation. Donc, si on se concentre sur la France et l'Allemagne, vous voyez tout de suite la couleur qui est dominante, ce n'est pas le bleu. Donc, assurément, l'enjeu, il est assez immédiat, on en est conscient, mais quand on commence à mettre des chiffres, là, on prend encore plus conscience de l'enjeu de transformation, puisqu'en même temps, il faut garantir la disponibilité de cette énergie dans une société qui est toujours plus gourmande en consommation d'énergie. Et ça, c'est probablement le deuxième plus grand enjeu. Si on regarde au niveau suisse, je viens de parler de consommation, il est attendu que notre consommation augmente en 30 ans de 50%. Alors, c'est dû en partie à l'électrification de notre société, de la mobilité et des bâtiments. Le digital y contribue également, mais aussi l'augmentation de la population. Alors, comment mettre en adéquation la production avec cette consommation? Même si, in fine, per personne, la consommation diminuera. Ça, ce sont des valeurs absolues. Et vous voyez, sur le tableau de droite, en fait, en rose, il y a 13, ce sont des térawattheures, 13 térawattheures qui sont à trouver pour compenser l'arrêt du nucléaire, donc les 23 térawattheures qu'on voit en 2020 encore, pour partie. L'hydraulique, en fait, par l'effet du tarissement et puis des débits résiduels, va diminuer quelque peu, donc il s'agit d'augmenter cette production. On est en train de réfléchir comment augmenter la capacité des barrages, notamment. Le solaire doit contribuer, et vous voyez, de manière massive, effectivement, parce qu'on attend 34 térawattheures de production. Et tout ceci, il faut le faire dans un contexte économique acceptable, aussi bien pour les clients particuliers que les industries. Ça, c'est vraiment un enjeu essentiel, clé de la production, tout en allant vers une décarbonation de notre production. Pour la deuxième partie de notre chaîne de valeur, c'est la distribution. Je l'ai évoqué avant, on vient d'un monde qui est extrêmement vertical. En fait, ça, c'était le XXe siècle. Simple dans son schéma, des grosses lignes de production, des grandes lignes, et je vais de manière réticulée jusqu'au consommateur. C'est top-down, un monde, et il a déjà commencé, horizontal, multicouche, fractionné, hétérogène, où finalement, par l'usage d'un réseau partagé, tout le monde aurait, bien sûr, on n'y est pas encore pour tout le monde, mais la capacité de produire ou de faire produire et de mettre à disposition, de commercer de l'énergie au gré des besoins. Donc ça, c'est un enjeu en termes technologiques qui est assez notable puisqu'il s'agit d'optimiser ces flux massifs d'énergie avec une multitude d'acteurs qui interviennent de manière non annoncée sur le réseau. Il ne s'agit pas de dire « je vais produire, attention, prévoyez-moi un peu de la capacité ». Avec de l'usage, ça, c'est aussi, il était prédictible jusqu'à présent, aujourd'hui, il est nettement moins. Avec différentes sources de production, donc un milieu extrêmement hétérogène, finalement, où on va vers ce qu'on appelle un réseau partagé d'énergie électrique. Et les énergéticiens changent de rôle, ils ne distribuent plus en fait l'énergie qu'ils produisaient, en fait, ils gèrent un réseau qui est presque mis à disposition du collectif, je dirais, de la société par rapport à son usage. Et ça, c'est un changement absolument radical, puisqu'il faut rendre à ce moment-là le réseau intelligent, c'est le fameux smart grid, qui est en cours de développement. Et puis l'usage, bien sûr, celui qui est dans les mains en fait des consommateurs. Il y a on considère chez les clients deux grands domaines en fait d'usage, le domaine du bâtiment pour l'usage énergétique et puis celui grandissant aussi de la mobilité électrique en particulier. Donc ce sont les deux grands vecteurs sur lesquels il va falloir travailler sur la maîtrise de la consommation. Et on voit qu'on touche tous les pans de la société, des clients domestiques
voire des regroupements de quartiers collectifs ou des villages, et puis les entreprises qui ont des dynamiques relativement différentes. Je ne parle pas que de celles qui sont très consommatrices en termes de consommation énergétique. Donc, on a l'habitude de dire chez les électriciens qu'on sert effectivement du squatter à la multinationale, c'est vrai. Donc, tous les pans de la société, et ça rajoute également un degré de complexité, mais c'est aussi ce qui rend le métier passionnant. Donc, un vrai enjeu pour économiser les ressources. Mais il s'agit d'avoir une forme d'exemplarité. Et puis, avec cette exemplarité, il y a un autre terme que j'aime bien utiliser, c'est l'humilité. Parce que c'est bien de communiquer, mais j'aime encore mieux quand on peut agir et puis ensuite communiquer. Ça, c'est ce que nous faisons chez Romand Énergie. On travaille, on a engagé beaucoup de travail depuis 2 ans. Je vais revenir un peu sur notre ambition. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur notre dernier rapport annuel qui vient d'être mis en ligne. Nous avons un rapport de durabilité. On a intégré également on applique les standards de la Global Reporting Initiative aussi. On a fait des matrices de matérialité. Donc, on est engagé sur cette décarbonation notamment et cette maîtrise ou cette réduction, on va dire, de nos propres émissions de gaz à effet de serre. Philippe? Par franc de chiffre d'affaires, c'est l'indicateur que nous avons choisi. On essaie de pas trop en parler. Oui, il ne reste que 5 minutes, c'est ça? Oui, il reste que 1 ou 2 minutes, s'il te plaît. Alors, j'accélère et j'arrive bientôt. Et le dernier pan, au niveau des particuliers, eh bien, on peut aller faire du conseil. Et la question va être, mais quelle intensité je mets dans le conseil par rapport à l'action? Donc, pour décarboner, je voulais évoquer par ces quelques mots qu'on voit toujours la décarbonation sous la forme de la contrainte, mais que quand on parle avec des industriels, il y a plein d'éléments de motivation. Et personnellement, c'est ce sur quoi j'aime bien agir, parce que quand on les engage sur la motivation, il y a une bien meilleure réactivité. Nous avons initié il y a 2 ans une vision décarbonée. On essaie de se projeter avec différentes parties prenantes à quoi pourrait ressembler une vision décarbonée du futur pour trouver notre propre chemin. Et notre chemin, en fait, c'est de devenir un acteur de la décarbonation. On reste électricien, on est devenu un énergéticien, mais notre intention est d'être un acteur de la décarbonation. On utilise 3 vecteurs pour ce faire. Le conseil, les offres clé en main, c'est-à-dire donner des outils, pas juste recommander ce qu'il faudrait faire, et puis produire de manière intelligente et en respectant les critères que j'ai évoqués précédemment. Finalement, et ce sera ma conclusion, et c'est là que j'amène les questions, c'est où mettre le curseur. Et c'est le plus grand défi que nous avons. Chacun a sa solution, et notamment, où faut-il mettre le curseur entre agir, et faut-il mieux agir, ou faut-il mieux influencer? Alors, on dira toujours les deux. Vous pouvez prendre ces 2 colonnes et à chaque fois vous dire, mais il faut les 2. Mais le problème, c'est qu'on a aussi des ressources, nous aussi, qui sont limitées. Et ça, c'est le principal enjeu, c'est de prioriser et de savoir qu'est-ce qui est le plus important et par où est-ce qu'on commence, comment est-ce qu'on priorise. Vaut-il mieux inciter pour faire envie ou contraindre, utiliser une partie du monopole, par exemple, pour obliger, ou vaut-il mieux travailler que sur l'incitation? Vaut-il mieux produire ou faire économiser? Et avec quelles ressources? En n'oubliant pas que derrière, il y a des investisseurs qui veulent parfois et souvent une rémunération immédiate par rapport à ces bénéfices et ce profit qu'on pourrait aussi investir, par exemple, en allant conseiller auprès de nos clients. Donc, où mettre le curseur, où mettre nos ressources? Peut-être sont un petit peu les questions que j'ai envie de vous lancer. Je serais ravi de vous écouter par rapport aux défis qui rendent notre métier si passionnant. Je vous remercie. Alors, nous avons maintenant le plaisir de passer la parole à Jérémy Briet, qui a commencé sa carrière dans le monde universitaire à l'Energy Center des Netherlands, puis à l'EPFL et finalement à l'Académie chinoise des sciences et à l'Institut des céramiques de Shanghai. Ses travaux ont porté sur les matériaux semi-conducteurs nanostructurés pour la conversion de l'énergie solaire afin de produire de l'hydrogène vert. Il est maintenant en charge de la mise en place des activités hydrogène et Power to X à Romand Énergie. Finalement, Jérémy Briet est ingénieur de l'Institut national des sciences appliquées INSA, titulaire de doctorat de l'EPFL. Sa présentation s'intitule « Hydrogène en Suisse, une solution aussi attractive que sélective ». Je te passe la parole, Jérémy. Merci beaucoup pour cette introduction. J'en profite pour remercier Climact de l'invitation à parler d'hydrogène et des enjeux qui sont associés à l'émergence de ce nouveau secteur. Alors, l'hydrogène, on a appelé cette présentation une solution aussi attractive que sélective parce que vous allez
Vous avez sans doute vu qu'on en parle énormément et qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont liés à l'émergence de ce nouveau secteur énergétique de l'hydrogène, mais qu'il faut être très précautionneux, comme vous allez le voir, sur comment est-ce qu'on utilise l'hydrogène. Je vais commencer par quelques généralités sur ce qu'est l'hydrogène. Alors, l'hydrogène, c'est une molécule, c'est la plus petite molécule de l'univers. Et l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant aussi de l'univers. Donc ça, c'est ce que c'est. Ce que c'est pas, c'est une source d'énergie. Il n'y a pas de gisement, il y a très peu de gisements d'hydrogène. Donc, ce n'est pas une source d'énergie, c'est vraiment un vecteur énergétique. Et ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre, c'est qu'on a besoin de dépenser de l'énergie pour fabriquer de l'hydrogène. Et alors, une fois qu'on a l'hydrogène, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement un vecteur énergétique, c'est un carburant. On peut considérer ça comme un carburant. Alors aujourd'hui, l'hydrogène, si j'arrive à passer au slide suivant, l'immense majorité de l'hydrogène qui est présent dans l'industrie dans l'industrie de l'hydrogène, c'est un hydrogène qui est produit de façon carbonée. Donc, c'est vraiment de l'ordre de 95% de l'hydrogène qu'on peut trouver. Il vient en particulier du réformage du méthane. Donc, on prend du méthane, on le craque, on obtient de l'hydrogène et du CO2 qui est émis. Et donc, on appelle ça de l'hydrogène gris. Je fais une petite parenthèse sur la gauche du slide. On va passer par la taxonomie de l'hydrogène qui est encore un peu en discussion sur exactement quelles sont les couleurs de l'hydrogène. Mais pour faire simple, on a les hydrogènes plutôt gris-marron qui sont carbonés. On peut essayer de capturer ce carbone de façon artificielle et donc là, on obtient de l'hydrogène bleu. On peut faire de l'hydrogène à partir d'une source d'électricité nucléaire, c'est l'hydrogène violet. On essaie de faire de l'hydrogène plutôt vert à partir d'électricité renouvelable. Et puis, éventuellement, il y a l'hydrogène turquoise dont je vais parler dans un instant. Alors, les filières plutôt vertueuses, plutôt renouvelables pour produire de l'hydrogène, c'est évidemment de partir d'une source d'électricité renouvelable. Donc, en grande majorité, on parle maintenant d'électrolyse. On prend de l'électricité renouvelable, on prend de l'eau, on dissocie cette eau et on obtient de l'hydrogène, de l'oxygène. Et il y a des pertes en chaleur idéalement, qu'il faudrait pouvoir valoriser aussi. Donc ça, c'est la façon qui occupe un peu le centre des discussions aujourd'hui. C'est la production d'hydrogène vert par électrolyse de l'eau à partir de sources d'électricité renouvelable. Il y a d'autres façons de produire de l'hydrogène qui sont un petit peu plus, je dirais même anecdotiques aujourd'hui, mais qui portent beaucoup d'espoir. C'est d'utiliser comme intrant, parce que vous allez voir que peut-être qu'on ne peut pas se permettre de mobiliser toute l'électricité renouvelable qu'on a sous la main. Donc, on peut essayer de diversifier les intrants pour produire de l'hydrogène vert en utilisant, par exemple, de la matière organique. Donc, ça peut être de la matière végétale, des déchets agricoles, des déchets forestiers. Ça peut être aussi de la matière plastique. Et là, on produit de l'hydrogène et le carbone contenu dans cette matière organique, qu'elle soit plastique ou végétale, on va réussir à le capturer sous forme d'un solide qui est le char ou le biochar. Et là aussi, il y a encore des rejets de chaleur. Donc là, on a deux façons de produire de l'hydrogène qui sont vertueuses, à peu près vertueuses. L'intérêt de la solution de droite, c'est qu'elle est potentiellement carbone négative, parce que si on prend de la matière organique végétale qui aura capturé du carbone de l'atmosphère pendant la croissance de la plante, et que ce carbone finit sous forme solide, sous forme de char ou de biochar qui est soit exploitable, soit stockable, on a effectivement réduit, on a effectivement capturé indirectement du carbone de l'atmosphère. Une fois qu'on a de l'hydrogène vert ou turquoise, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on peut l'utiliser directement pour refaire de l'énergie, soit de l'électricité, soit de la chaleur. Si c'est de l'électricité, on parle de la filière Power to Power, P2P. On peut imaginer faire réagir cet hydrogène aussi avec du carbone, pourquoi pas capturer de l'atmosphère, pour refaire des gaz synthétiques. Donc là, on parle de Power to Gas.
Et puis, il y a encore une autre filière, donc on parle plus généralement de Power to X, c'est tout ce qu'on peut faire d'autre avec l'hydrogène, toutes les molécules qu'on peut faire avec l'hydrogène. Donc, on peut faire des matières premières pour l'industrie, comme le méthanol ou l'ammoniac. On peut aussi imaginer faire des nouveaux carburants synthétiques aussi, qui seraient neutres en carbone, en faisant réagir l'hydrogène avec du carbone capturé de l'atmosphère. Alors, en termes un peu de politique publique, on montre en haut en bleu une carte des pays qui ont annoncé un plan national pour l'hydrogène. Et ce que vous pouvez voir, c'est que la Suisse ne fait pas partie de ces pays-là. Donc, cette carte, elle n'est pas tout à fait à jour, mais donc, les annonces se font, vous les suivez peut-être dans la presse, des plans nationaux, des plans d'investissement, des politiques publiques associées au déploiement de solutions hydrogène et de capacités de production d'hydrogène vert en particulier. À l'échelle de l'Europe, si on regarde les instruments de financement européens, on voit déjà qu'il y a une ambition qui est très forte d'avoir 40 gigawatts de puissance d'électrolyse à l'horizon 2030 sur le territoire européen, plus 40 gigawatts chez nos voisins. C'est une ambition assez ambitieuse, gigantesque, mais c'est en cours. Donc c'est vraiment la direction qu'on prend. Et si on regarde les instruments de prêt, on voit que la Commission européenne dit à nos voisins européens quoi faire, c'est-à-dire produire effectivement des carburants alternatifs à partir d'énergies renouvelables pour l'industrie et l'infrastructure de transport. Et elle nous dit aussi comment le faire, c'est-à-dire il faut construire des écosystèmes, et on va y revenir plus tard, c'est-à-dire il faut faire en sorte que différents secteurs travaillent ensemble dans la même direction. J'y reviens dans les prochains slides. Si on regarde à l'échelle de la Suisse, on a un document de référence qui est Perspective énergétique Suisse 2050+, et qui mentionne l'hydrogène à plusieurs égards. Donc, ce document mentionne qu'à l'horizon 2050, il faudra qu'on produise de l'ordre de 7 pétajoules d'hydrogène en utilisant l'énergie renouvelable de nos centrales hydroélectriques au fil de l'eau. Et on nous dit aussi que cet hydrogène sera principalement destiné au trafic lourd. Ce document, il mentionne aussi, à l'horizon 2050, un import de carburants synthétiques, donc probablement fait à partir d'hydrogène, assez massif de l'ordre de 50 pétajoules, si ma mémoire est bonne, à l'horizon 2050. Donc, on n'a pas vraiment de plan ou de planification nationale, mais on a quand même l'anticipation que l'hydrogène aura un rôle à jouer sur le territoire suisse. Le contexte dans lequel on évolue dans ce nouveau secteur de l'hydrogène est un contexte évidemment d'incertitude, parce que d'une part, on ne sait pas si l'hydrogène va prendre, on ne sait pas si les industriels vont s'aligner pour faire naître ce secteur. C'est probable, mais on ne sait pas dans quelle mesure, on ne sait pas à quelle vitesse. Et si on fait un peu le tour que je montre là, le PESTEL, l'analyse PESTEL du secteur de l'hydrogène, on se rend compte qu'il y a beaucoup de questions ouvertes. Alors, les questions principales, je les ai mises au centre. C'est quel est le rôle de l'hydrogène au service de la décarbonisation de la société et de l'entreprise. Autrement dit, à quoi est-ce qu'on va utiliser l'hydrogène et en quoi est-ce qu'il faut qu'on oriente les applications de l'hydrogène vers des applications plutôt vertueuses. Ça, c'est la première question. Et la deuxième grande question pour nous, pour l'énergéticien, c'est quel est le rôle de Romand d'énergie dans ce secteur naissant? Est-ce que c'est l'électricien qui doit prendre le lead sur le secteur de l'hydrogène? Est-ce que c'est les autres énergéticiens ou est-ce que c'est d'autres secteurs? Donc ça, c'est des questions qui restent encore ouvertes. Et puis, alors je ne vais pas aller dans le détail de toutes ces questions qui sont posées dans les différentes sections de ce slide, mais j'attire quand même votre attention sur le jeu de l'œuf ou de la poule dans le secteur économique. Le jeu de l'œuf et de la poule, c'est assez important, c'est que
On a par exemple des usagers comme les transporteurs qui sont prêts à utiliser l'hydrogène, des camions à hydrogène pour décarboner leur flotte et leurs activités, mais ils ont l'incertitude de savoir s'il y aura une infrastructure d'avitaillement, s'ils vont pouvoir aller faire le plein, s'il y aura des stations-service. Et puis de l'autre côté, on a par exemple des pétroliers qui sont prêts à investir, qui sont prêts à déployer des stations d'avitaillement en hydrogène ou même des capacités de production d'hydrogène vert, mais ils se demandent s'il y aura des usagers derrière qui vont pouvoir amortir leur investissement dans des délais raisonnables. Et donc, il y a un enjeu pour le secteur et peut-être, c'est une question que je vous pose, peut-être c'est un des rôles que Romande Énergie peut jouer, c'est comment est-ce qu'on met tous ces acteurs autour d'une même table pour accepter de travailler ensemble, se donner des garanties et dérisquer ensemble pour pouvoir débloquer des écosystèmes dans lesquels on peut en même temps développer une infrastructure et en même temps bénéficier d'usage d'hydrogène. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Création d'écosystèmes, comment est-ce qu'on fait ça? Une autre question, je pense, qui est très importante pour nous, sur laquelle j'attire votre attention et qui a des répercussions à la fois politiques et à la fois environnementales, c'est l'arbitrage entre l'électricité et l'hydrogène. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire de l'hydrogène, il faut dépenser de l'énergie, en particulier de l'électricité. Est-ce que c'est pertinent et est-ce qu'on peut se permettre de mobiliser une grande quantité d'électricité verte dont on manque? On sait qu'on a tout à l'heure, Philippe a mentionné les inquiétudes de pénurie, donc on sait qu'on manque d'électricité verte. On sait aussi qu'on la doit, nous, Romande Énergie, à nos clients captifs en particulier. On se doit de fournir une quantité d'électricité renouvelable suffisante. Donc, est-ce qu'on peut se permettre de détourner une partie de cette électricité pour produire de l'hydrogène pour aller décarboner d'autres applications que sont la mobilité lourde? Donc, c'est des questions qui sont encore ouvertes. Alors, et puis, j'attire votre attention aussi sur un troisième point de ce slide qui est d'un point de vue technologique, quelles sont les alternatives à l'hydrogène? Donc, la question sous-jacente, c'est où est-ce que l'hydrogène est le plus pertinent et où est-ce que d'autres solutions technologiques sont plus pertinentes que l'hydrogène? L'exemple typique, c'est les batteries. Est-ce que l'électrification de la mobilité doit passer par les batteries ou est-ce qu'il doit passer par l'hydrogène? Puis la réponse, elle est, vous pouvez l'anticiper, elle est multiple, c'est-à-dire que les solutions seront multiples, il y aura des applications qui seront plus pertinentes avec l'hydrogène et des applications qui sont plus pertinentes avec les batteries. Alors, puisqu'on parle d'applications, on peut catégoriser les applications de l'hydrogène vert, l'hydrogène en général, dans 4 différents champs d'application qui sont plus ou moins mûrs. Donc, je les ai classés ici du plus mûr au moins mûr. Et je vais commencer par la droite. Les grâles d'application de l'hydrogène, c'est l'hydrogène comme moyen de stocker de façon saisonnière des excédents de production d'énergie renouvelable qu'on aurait en été afin de les utiliser en hiver. Donc ça, à l'échelle, à l'échelle du système énergétique national, c'est quelque chose dont on a besoin. On sait qu'on exporte en été, on sait qu'on importe en hiver. Comment est-ce qu'on peut faire pour, quelque part, lisser cette capacité d'approvisionnement? Donc, on peut réfléchir à ça à l'échelle du réseau. Donc, on peut imaginer des systèmes très centralisés de stockage saisonnier d'électricité verte via l'hydrogène. On peut aussi l'imaginer à l'échelle d'un bâtiment. Donc ça, c'est le secteur immobilier. Donc on peut imaginer ces applications à différentes échelles. Les champs d'application qui sont un peu plus mûrs aujourd'hui, c'est le champ industriel et agricole. On sait qu'aujourd'hui, il y a déjà un secteur de l'hydrogène gris. Donc, les industriels utilisent de l'hydrogène qui est gris. Ça, c'est facile, il faut le décarboner, il faut se débarrasser de l'hydrogène gris, on peut le remplacer par de l'hydrogène vert.
Ça, c'est une décarbonisation directe. Mais on peut aussi imaginer modifier des procédés ou des matières premières de l'industrie et du monde agricole pour décarboner des activités économiques. Je pense par exemple, donc on parle à l'échelle de l'Europe, on en a peu en Suisse, mais l'industrie lourde qui se convertit petit à petit à l'hydrogène. On pense aussi aux fertilisants, l'ammoniac, qui aujourd'hui est carboné. Pourquoi pas décarboner l'ammoniac qui sert de fertilisant dans le monde agricole. Donc ça, c'est des applications envisageables aujourd'hui de l'hydrogène. Et puis, l'application, enfin le secteur d'application qui est le plus mûr, en particulier en Suisse, c'est le secteur de la mobilité lourde. Pourquoi lourde? Parce que la mobilité légère, en fait, elle est déjà très bien adressée par les batteries. Il n'y a pas d'avantage particulier à utiliser de l'hydrogène pour les véhicules particuliers. En revanche, pour la mobilité lourde, d'une part, les solutions à batterie posent plusieurs problèmes, des problèmes d'autonomie, des problèmes de besoin de redimensionnement de l'infrastructure de recharge, etc. Et puis, d'autre part, en Suisse en particulier, on a un contexte qui, je crois, est unique dans le monde, qui est le contexte de la taxation du transport de marchandises par camion. Donc, c'est la RPLP que vous connaissez peut-être, qui pèse dans le compte d'exploitation des transporteurs, qui pèse autant quasiment que le prix du carburant. Et donc, le fait d'exempter ces transports électrifiés de RPLP donne une ouverture quelque part à un modèle économique qui fonctionne aujourd'hui pour la mobilité lourde hydrogène. Donc aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler des camions Hyundai qui circulent déjà en Suisse pour le transport de marchandises et pour lesquels les transporteurs voient déjà un coût d'exploitation très similaire à des camions diesel. Donc ça, c'est vraiment des applications pour aujourd'hui. Une dernière remarque un petit peu sur ces 4 champs d'application, c'est que ce qu'on constate quand on va parler aux industriels, quand on va parler à nos clients d'hydrogène, qui est une conversation qui est facile à avoir parce qu'elle est très dans l'air du temps, on se rend compte que les industriels commencent à parler d'une de ces applications-là, et puis qu'en fait, sur leur site, on voit qu'il va y avoir des synergies avec les voisins. Donc, pourquoi pas produire de l'hydrogène? Pourquoi pas exploiter la chaleur chez nos voisins? Pourquoi pas faire un hub de mobilité? Pourquoi pas rendre des services au réseau par la même occasion, etc. Donc, ce qu'amène la discussion sur l'hydrogène, c'est une discussion sur les synergies industrielles pour la décarbonisation. Jérémy, je vais juste attirer ton attention sur… Oui. Il me reste combien de temps? Il me reste… là, ça fait environ 20 minutes, mais tu peux continuer. Mais je voulais être juste concret pour finir sur 3 projets qui sont dans les mains de Romand d'énergie. Romand d'énergie a commencé ses réflexions il y a quelques années, mais plus concrètement, il y a à peu près 1 an et demi. Puis la première réflexion, c'était de savoir, en tant qu'électricien, est-ce qu'il y a un avantage à produire de l'hydrogène vert? Et donc ça, on a fait une étude sur un de nos parcs en France, à Ploudalmézeau, avec un partenaire producteur d'hydrogène, et on s'est rendu compte qu'il y avait un avantage quand on a des éoliennes à avoir un actif de production parce qu'on fait tourner les éoliennes même quand les prix sont négatifs. Donc ça, c'est l'avantage de l'électricien. Le deuxième projet que je voulais mentionner, c'est que comme d'autres énergéticiens de la région, on se lance dans une production pilote d'hydrogène vert. Ce sera du côté de Orbe. Et donc, l'opportunité ici, c'est de monter en compétence et de tester, d'une part, qu'est-ce que ça veut dire d'être producteur d'hydrogène vert et puis de le vendre à des distributeurs. Et puis, d'autre part, une fois qu'on a l'hydrogène vert dans les mains, est-ce qu'on ne peut pas, nous, être participants à la création de nouveaux écosystèmes liés à l'hydrogène pour la décarbonisation de l'économie locale. Et puis le dernier projet, je pense, qui est intéressant aussi à débattre, c'est un projet qui s'appelle Aurora, qui est en partenariat avec un groupe immobilier, un technologiste et une fondation qui s'intéresse aux métiers de demain. Et l'idée ici, c'est de vraiment trouver… Donc, on parle de l'hydrogène pour l'immobilier. Il faut trouver où est la pertinence et où est
d'une part la rentabilité et où est-ce que ça sert vraiment à quelque chose. Donc, j'ai dessiné ici juste un scénario full tech qui est le premier auquel on pense quand on pense à l'hydrogène sur l'immobilier, c'est-à-dire pourquoi pas en produire localement à partir d'excédents photovoltaïques qu'on a sur le toit, le stocker sur place, reproduire de l'électricité en hiver, etc. Ça, c'est un scénario full tech. Est-ce que c'est pertinent? Bon, déjà, techno-économiquement, est-ce que c'est faisable? Et puis, à quoi ça sert d'avoir un bâtiment autarcique? En revanche, est-ce que, à l'extrême opposé, un peu un scénario de substitution d'une chaudière à mazout par une chaudière à hydrogène quelque part, où est la pertinence dans ce type de projet aussi? Est-ce qu'en stockant à l'échelle du bâtiment de l'hydrogène comme on stocke du mazout de façon saisonnière, on ne peut pas seulement en livrant l'hydrogène l'été faire déjà du stockage saisonnier décentralisé à l'échelle d'un bâtiment? Voilà, et puis je vous remercie de votre attention et je vous mets sur la voie avec les questions qui restent au centre de nos réflexions.